Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille Castéropode qui est destinée ce soir... Qu'est-ce que vous faites, Quentin ? Ah voilà, tournez la vidéo. Nous sommes en VR 300, alors j'allais dire 360, 180 en réalité, mais on va quand même mettre des trucs en dessous. Hein. Voilà, donc pardon, bienvenue dans cette pastille Castéropode destinée au film Midnight Special, le dernier film de Jeff Nichols, un réalisateur que nous apprécions particulièrement autour de cette table. On va vous en dire un petit peu plus. Film donc de science-fiction, d'aventure avec Michael Shannon, avec Eden Lieberer que vous connaissez certainement. Et ah oui, dis donc, je vous ai pas dit bonjour, c'est vrai pour une fois, vous avez vu ? Alors bonjour Quentin Pignon. Salut. Bonjour Laurent Dubessé. Bonjour. Et bonjour Loïc Adrien. Bonjour. Oui, donc voilà, Midnight Special, dernier film de Jeff Nichols avec Michael Shannon, et aussi le grand retour, enfin c'est pas vraiment un retour. De Kirsten. Alors Kirsten est là, c'est vrai. Et puis il y a aussi l'immense Sam Shepard qu'on voit de moins en moins, mais qui est quand même, qu'est-ce qu'il a la classe ce monsieur. Bon. Oui, c'est le chef de la secte. Il est vieux, mais oui, c'est le chef de la secte. Alors, on va vous expliquer rapidement l'histoire de ce film. C'est donc un film d'aventure science-fiction. On commence dans une ambiance de poursuite un petit peu. Il y a un papa, il y a un petit fiston, et on voit qu'il essaie de le protéger de gens qui essaient donc de le récupérer. D'une secte, des pouvoirs fédéraux. On va. Et officiellement dans la presse, l'enfant a été enlevé. L'enfant a une dizaine d'années. Voilà, recherché par les flics. Exactement. Aussi. Il est recherché. Ils ont les flics au cul. Ils ont tout le monde au cul. Et on comprend au fur et à mesure que cet enfant a vraiment une valeur inestimable aux yeux déjà de cette secte, mais peut-être à ses propres yeux à lui d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il a les yeux qui s'allument à un moment. Oui. Ça me rappelle un film d'Astérix, ça d'ailleurs. Voilà, en gros. C'est pompé. Oui, c'est vrai. C'est un peu pompé sur Batman versus Superman d'ailleurs. Il est aussi. Ah oui, mais on avait dit que c'était des accessoires. Là, je crois que c'est vraiment magique. Hein, dans ce je film. crois, ouais. Voilà, en tout cas, ce film est assez haletant pendant 1h30. Moi, c'est ça à peu près, peut-être un peu moins de 2 heures. 45, quoi, il dure. En gros, moi, j'ai été pris par le suspense. J'ai trouvé que le film était assez bon, même si j'ai horreur de cette expression, je peux pas m'en empêcher. Il y a des longueurs quand même. On peut pas dire qu'il soit haletant le film quand même. Ben voilà, mais moi, j'ai adoré, mais c'est pas haletant. C'est très prenant. J'ai trouvé que le rythme en général était assez bien géré, mais on se fait chier quand même à certains moments. Ce qui est très particulier dans ce film, c'est que c'est un film de science-fiction. En tout cas, anticipation science-fiction, fait par un réalisateur qui fait plus des films d'auteur, on va dire. Juste une petite chose dans le fantastique, si je peux me permettre. C'est quand même oui, alors, différence entre science-fiction et fantastique en moins de 20 secondes. Le fantastique, c'est du surnaturel qu'on ne maîtrise pas. La science-fiction, le surnaturel peut arriver, mais à ce moment-là, il est dû à une technologie humaine ou à quelque chose d'humain. Bravo. Non, mais c'est bien fait, c'est bien dit. Merci. Alors c'est où voilà. Malheureusement, ça devrait être du fantastique selon la définition, mais alors voilà, juste une chose qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord. Il y a un twist à la fin. On attend une réponse tout au long du film. On l'a à la fin du film. On va attendre la fin la fin, disons la dernière partie de la pastille pour spoiler un petit peu. On l'a déjà dit en fait. Excusez-nous. Hein. Non, mais justement, on n'est pas sûr, on sait rien du tout, mais quelque chose se passe à la fin. Moi, j'ai trouvé la proposition de fin intéressante. En tout cas, j'espère qu'on pourra l'évoquer d'ici 10 minutes. Non, alors, la nuance avec le fantastique, c'est que normalement, la définition d'avant, c'est que dans le fantastique, on ne sait pas si le surnaturel est réel ou s'il est dans la tête des gens aussi. Le hors-là de Maupassant. Oh, non mais il est pénible, hein, il est pénible. Il était au salon du livre il y a quelques jours parce qu'il écrit parlé des livres fantastiques. Hein. Vous avez créé un livre un petit peu fantastique. Non. Bon, d'accord. Bien, donc nous avons tous vu ce film autour de la table et Jeff Nichols, à qui l'on doit quand même des films que nous avions appréciés, je crois, autour de cette... Tech Shelter et Mud, absolument. Qui a fait l'unanimité l'année dernière, et qui était assez différent, hein, je trouve. Si ce n'est le rythme, moi je trouve que c'est complètement un espèce de film miroir de Tech Shelter. Je crois, enfin, je sais plus si je l'ai lu dans une interview ou si c'était ou dans une critique. Je crois que c'est dans une interview où il disait que pour moi je trouve que c'est pas vrai, le décalque de Tech Shelter, c'est que le réalisateur disait Tech Shelter c'était un film d'auteur avec quelques éléments fantastiques. Attention à ce que vous dites. Quelques éléments fantastiques, et là c'est un peu l'inverse, c'est plus un film de genre, un film fantastique ou SF selon les définitions, avec un côté film d'auteur. C'est son premier film de studio à Jeff Nichols. Donc après c'est pas un gros budget, c'est 15 millions de dollars, donc on pourrait le faire en France par exemple, messieurs les producteurs, c'est facile à faire. Et ça a de la gueule. On pourrait vivre 200 ans avec, mais sinon c'est pas beaucoup d'argent. Retournez place de la République, petit salopard.
Donc non, je trouve que c'est moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté, ce mélange de film d'auteur et pur film de genre. C'est qu'on a on a tous les éléments du film fantastique, soit les pouvoirs du gamin ou le côté course-poursuite, les autorités qui pourchassent ce qu'on ne pouvait avoir dans ça. Il y a beaucoup de références à Spielberg, soit à E.T. ou Rencontre du troisième type. On a ce côté très marqué, très référencé, mais qui arrive toujours après le road movie et après le côté film d'auteur qui est représenté plus par la relation entre le père et le fils. Et je trouve le film a une harmonie un peu parfaite entre ces deux éléments. C'est qu'on est à chaque fois dans le road movie et avec les éléments fantastiques qui arrivent au fur et à mesure. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, je l'ai vu après. Si on regardez jamais les bandes-annonces. Non, jamais, des films que je veux voir jamais. Mais c'est vrai que si on voit la bande-annonce avant, on a tous les éléments fantastiques. On voit un peu les. J'ai pas vu non plus. Hein. Moi aussi, j'ai adoré, j'avais pas vu la bande-annonce. On voit un peu course-poursuite, on voit un peu les pouvoirs du gamin qui développent au fur et à mesure. Mais si on rentre dans le film vierge de toute image, ça rentre. C'est hyper dommage de faire ça. Moi, j'avais vu que l'affiche et j'ai été ravi quand, au bout d'un moment dans le film, j'ai compris l'affiche. Et c'est toujours assez marrant de se dire, en sortant du film, on regarde l'affiche totalement différemment. Et je trouve que l'affiche est bien foutue. Ils auraient dû faire la bande-annonce de la même manière, c'est-à-dire donner les éléments sans donner les éléments. Enfin, bref. Mais moi, je suis d'accord avec ça. J'ai eu un petit côté nostalgie avec le côté Spielberg, notamment sur le traitement de la lumière, tous ces ils vivent le jour, enfin ils vivent la nuit et dorment le jour, et donc il y a tout un truc sur les rayons de lumière avec qui passent à travers les fenêtres, dont Spielberg est friand dans tous ses films, hein, la lumière qui passe par les fenêtres, ça il s'en sert beaucoup. Je sais pas si c'est référence, mais en tout cas bien sûr que si. C'est le revendique. En tout cas, ça ressemble et tout. Et ce qu'il y a, c'est que comme l'a dit Loïc, moi je trouve que c'est très bien géré ce récit. On a un mystère, on a plusieurs mystères qui nous tiennent tout le long, qui sont disséminés de façon assez habile. On se fout pas de notre gueule pour tout balancer à la fin. C'est disséminé petit à petit, sans que ça fasse non plus en tourloupe. Du coup, c'est bien foutu. Et en plus, là-dedans, il y a des idées de génie qui arrivent. Il y a une scène d'interrogatoire dans une salle blanche que je trouve assez géniale, qui sont des vraies idées conceptuelles, scénaristiques bien, et qui en plus donnent lieu à de la mise en scène intéressante avec l'utilisation des écrans, différentes choses. Je peux pas la raconter sinon je spoil, mais attendez un peu. Il y a cette scène-là, je trouve, est vraiment un coup de génie. J'ai une déception moi sur la fin, mais qui est presque que visuelle, qui est pas dans le scénario. Je suis pas d'accord. Mais visuellement, ça m'a un petit peu déçu. Non. Pour un fan de Léo, par exemple. Dans l'univers, c'est un peu ce SF rétro, tous les éléments, tu vois, les yeux du gamin. C'est un peu dur à situer d'ailleurs dans l'époque, en fait. C'est pas de ça, justement. Les yeux du gamin, c'est formidable. Comme la vision qu'on peut avoir à la fin, je trouve que c'est le même type d'approche du fantastique, des trucs qu'on pouvait déjà avoir dans les années 50 par rapport à toute la science-fiction. On est dans un énorme mystère et qu'au bout d'un moment, le film est tellement bien fait que la fin est presque attendue, quoi. Quand on arrive enfin au moment, moi je savais presque ce que j'allais voir. Et du coup, j'étais content de le voir. Mais vous dites toujours après, j'avais compris, je savais. Mais non, c'est pas. Mais si. Non, c'est pour dire. Du coup, tout ça est très bien amené. C'est simplement visuellement que c'est un peu bateau. Ouais. Bon, pardon, je finissais ma gorgée. Vous pouvez boucher vos oreilles si vous n'avez pas envie d'entendre. Oui, on va commencer à rentrer dans le spoil. C'est un peu plus compliqué. Moi, je tiens d'ailleurs à dire à ce connard de France Info qui le matin fait une chronique ciné et comme par hasard, je tombe dessus. Et le mec dit oui. Alors, il faut pas dire grand-chose sur ce film parce que sinon on spoil tout. Ah bon, alors de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit d'un enfant extraterrestre qui décide de rentrer chez lui. Et donc j'ai juste eu le temps de couper à ce moment-là. Je me suis dit ah putain. Et du coup moi ça m'a un peu bouffé le début du film parce qu'il y a un vrai questionnement de ouf. C'est ça tout le. Et genre un élu de Dieu ou je sais pas quoi, est-ce que c'est genre il a des pouvoirs magiques chelous parce que ça dépend d'une secte, etc. Donc on commence à partir sur des trucs, des théories vraiment bizarres. Ça, on a eu un petit débat sur fantastique au SF et en fait au début du film on est clairement là-dedans. On pense aux extraterrestres mais on pense peut-être que c'est un pouvoir surnaturel machin. On pense à plein de trucs parce qu'il y a une secte qui est un peu bizarre. On sait pas si elle a raison ou pas raison. On sait pas si c'est des méchants, des gentils. Même le père, ça donne raison à ce genre de groupuscule d'ailleurs. Et on sait pas dans quel genre on est. C'est vrai que c'est super bien foutu. Non, là, votre chroniqueur France Info. Je pourrais brûler. C'est l'intérêt du film d'amener les éléments qu'on a vus. Si on prend chaque scène de scénario, on les a déjà vus des dizaines de fois dans des dizaines de films, mais c'est juste tellement amené de manière intelligente au sein d'un road movie, juste par petites touches. C'est ça qui fait toute la force du film. Moi, je l'ai vu 2 fois, donc même la 2e fois, on marche encore plus dans l'ambiance. On est dans la nuit, les grands espaces, on a un peu l'Amérique profonde comme on a dans tous ces films. Il y a un petit côté en plus, un petit côté un monde parfait dans le côté
côté un enfant parfait, enlevé, avec le kidnapping, avec un mec qui parle pas beaucoup, tu te demandes s'il est méchant ou pas, puis petit à petit tu vois qu'il y a une vraie relation entre les deux, machin. Je trouve que ça c'est plutôt intelligent et ça marche très bien, quoi. Il y a des gens qui se prennent d'affection très très vite pour le gamin. Et d'ailleurs, enfin voilà, moi je tiens quand même à dire que Jeff Nichols dans le casting de ces gamins, il est quand même ouf parce que déjà dans Mud, il avait trouvé Ty Sheridan qui était un gamin de ouf et qui jouait trop bien. Et là encore une fois, il trouve un gamin qui est parfait. Alors peut-être moins expressif que Ty Sheridan, mais je trouve que mettre en scène, c'est le rôle qui veut ça. Mais mettre en scène des enfants comme ça, moi je trouve que c'est absolument hallucinant, quoi. Et quand il dit assis-toi. Après je pense que c'est un gamin d'Hollywood qui essaye d'être acteur depuis. Peut-être que dans 30 ans on se dira que c'est le nouveau Leonardo DiCaprio et qu'il aura commencé dans ce film-là. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit le nouveau Macaulay Culkin. On sait jamais. J'espère pas. Non mais voilà, c'est soit c'est une star dans 20 ans, soit il est obèse, suicidé. Non, je pense qu'on oui, ça c'est comme aller Joel Osment. Il joue pas spécialement, enfin il joue bien, mais c'est le rôle qui est, puis la relation avec Michael Shannon qui est toujours parfait, qui fait un personnage un peu moins inquiétant que dans les autres, mais qui a toujours cette étrangeté qui fait que ça mène toujours une tension au film qui est assez étonnante. Au début ça marche super bien. Surtout le début, c'est vrai qu'il a une tête, on se dit que même si c'est le père, peut-être que c'est lui le méchant, et c'est super bien foutu. La gestion des éléments, c'est qu'on est toujours perdu dans ce film. J'ai un petit reproche, parce que je trouve vraiment c'est au niveau du récit, c'est au niveau de l'écriture que c'est super bien foutu. Comment on amène les éléments, il y a toute la mise en scène qui met l'ambiance par-dessus, c'est super maîtrisé. Juste, il y a Jeff Nichols a l'air d'aimer un peu la lenteur dans les dialogues. Et ça marche bien avec Matthew McConaughey dans Mud. Là, je trouve qu'il y a des pauses que j'ai trouvées. On a l'impression que le monteur avait pas remarqué qu'il y avait des pauses. Il y a des pauses entre les phrases qui cassent le rythme. J'ai remarqué de temps en temps, tu vois que le mec a repris la parole de dos, mais en fait, tu l'entends pas parler tout de suite. Tu sens qu'il a fait des pauses. Surtout Michael Shannon, il fait parfois il dit, en plus il fait toujours des aphorismes comme ça. Il fait une grande phrase. Non, nous allons les poursuivre. Et là, on reste sur lui, quoi. Et il a un autre aphorisme en fait derrière à sortir, car nous allons nous en sortir. Et c'est un petit bémol, quoi. Mais c'est que on est à la poursuite de cette espèce de vérité, enfin savoir ce qui se passe, parce que tout le monde est perdu dans ce truc-là. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'on a l'impression de comprendre que ce gamin est extraordinaire, mais en même temps il faut l'amener à un endroit, on sait pas vraiment où ça va, et les protagonistes savent pas forcément non plus, et ils savent pas non plus ce qu'ils vont trouver. Juste ça qui est plutôt intelligent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous savez pas, ensuite vous avez les super pouvoirs qui arrivent, et on sait pas ce que ça peut être, et ensuite vous avez une date, un lieu, et un truc qui doit arriver. Alors là, à partir de là, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Une question, alors puisqu'on en est, ça y est, on a vraiment raconté à peu près tout ce qu'on pouvait spoiler sur ce film, qu'on soit d'accord sur la proposition de dénouement, ce gamin est un extraterrestre, ok. Il y a. Non, alors, forcément. Est-ce que c'est pas juste fou, hein. Ouais. Est-ce que c'est alors pas une... juste, ok, juste qu'on se mette. Je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus parce que donc il retourne dans son monde à la fin, on est bien d'accord. Non. Il est invité à aller dans ce monde-là, mais on ne sait pas si lui est extraterrestre ou pas. Pardon, ok. Il va ailleurs. Mais ce monde, c'est pas sur une autre planète. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de... C'est chez nous, c'est sur notre planète, mais c'est invisible. C'est un truc parallèle. Si vous prenez la théorie des cordes, c'est le monde qui est au-dessus dans exactement. les dimensions. Mais leurs immeubles qu'on voit à la fin, qui ressemblent étrangement à la mentrice dans les BD de Léo, par exemple. Enfin, moi, j'y ai pensé et je trouve que... Comment ? En béton, là, cette fois-ci. Oui. Ça ressemble à beaucoup de projets architecturaux, mais dont des projets... C'est vrai que c'est très sérieux. C'est vrai que ça rappelle la Philharmonie un petit peu aussi au bord du périph'. J'y ai pensé. Ouais, non, des projets très sérieux pour Paris. Là, c'est non, mais c'est joli. C'est joli. Et puis il y avait après des immeubles courbés avec de la végétation. Il y a des jolis sons, tout ça. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était très beau. Après, c'est pas forcément des extraterrestres dans le sens où il dit que c'est un monde au-dessus, mais ce sont des personnages de lumière. On peut aussi considérer. Je suis sûr que sur Internet vous avez trouvé plein de gens qui ont des théories dessus. On peut considérer que ce sont des hommes du futur. On peut considérer plein de choses. En tout cas, c'est un autre monde. D'accord. Juste mon autre question maintenant. Soit j'ai raté quelque chose, soit on comprend rien. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gamin, et pourquoi Kirsten Dunst aurait accouché de lui pourquoi personne se pose de questions? Ça, Michael Shannon a eu un sperme un peu comme ça. Ça me rappelle la dernière chanson de Philippe Catherine. On s'en fout, mais je pense qu'on le film ne traite. On s'en fout de cette question. C'est pas un film pour savoir. Après, tu vois, ça peut très bien être. Imaginons l'évolution. Si c'est l'évolution des hommes qui. Ils auraient pu juste te dire qu'il l'avait
l'avait récupéré à la DAS, hein. Ça aurait rien coûté. Mais non, après, tu tombes dans la mauvaise série B si tu commences à vouloir expliquer des choses qui servent à rien. Après, ça reprend plein de mythes urbains de maintenant qui sont, par exemple, les enfants. Parce que là, c'était pas référencé comme film jusque-là, et tout à coup, il y aurait une référence à Superman. Non, franchement. Non. Si l'enfant aurait été adopté, trouvé, machin, ça aurait été une référence genre Superman. Mais c'est qu'un film de référence. Il y a Spielberg, il y a E.T. Avant Superman, il y a la Bible. C'est déjà très référencé. C'est extrêmement référencé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, après, c'est pas grave, tant pis. C'est comme ça, c'est très bien. C'est intelligent de mettre un enfant normal qui, du coup, une secte se crée autour de lui parce qu'on comprend qu'il a un truc chelou, mais qui à la base un enfant qui. Non, mais d'accord, je vais pas en faire chier avec ça. Par rapport aux lectures ésotériques que j'ai pu avoir, c'est que c'est l'espèce de mythe de l'enfant indigo et de la prochaine évolution. Et donc moi je l'ai interprété, c'est mon interprétation, je le prends comme les hommes du futur, dans le sens où pour moi c'est un des premiers de la prochaine génération des enfants lumière. C'est un terme qui revient beaucoup dans les lectures ésotériques, les enfants lumière. Et donc je pense qu'ils se sont inspirés de tous ces écrits-là pour faire leur film. D'accord. Et du coup, pour moi, je pense que c'est un petit peu un enfant de la prochaine génération, et du coup il est invité directement à aller dans le futur, quoi. Les enfants lumière, c'est pas les scientologues, ça? Oui, ou les Illuminati plutôt. De toute façon, lumière, enfant, vous avez ça dans beaucoup de sectes. Bien, merci en tout cas pour ce regard sur. C'est un petit peu lent, donc préparez-vous. Ouais, et encore. Donc on vous l'a dit, je suis sûr que ça passera très bien. Je suis sûr que ça passera très bien. C'est très beau. Ouais, non, mais moi aussi, je suis d'accord. Voilà. Ça gagne sur tous les tableaux. Le film d'auteur et le film de genre. Voilà, ça fait du bien, franchement. Et c'est beau. On l'a pas dit, mais c'est beau. C'est des belles images. Ce Jeff Nichols, c'est très très bon. Donc, je pense qu'il a accepté en plus il dit, oui, je fais un film de studio et j'ai le final cut, ok, mais ok, pas de problème pour faire des projections test. Je veux me mettre dans ce mode-là, il y a pas de souci. Et du coup, il s'est dit oui, je vais essayer d'être plus grand public, et je trouve qu'il arrive parfaitement à mener sa barque dans ce cas-là, donc à suivre pour voir ce qu'il va faire. Les réalisateurs sont sensibles aux réactions du public. Tout ce qu'ils aiment pas, c'est qu'il y a un mec qui leur dise quoi faire. Mais un réalisateur qui regarde un film en projection, il sait si les gens s'embêtent ou pas, puis il sait modifier son film en fonction. Note. Oh, moi je mets un gros 8. Hein. Ouais. Ça va être un bon 8 aussi. Ouais, moi 8 limaces. Ouais. 8 limaces aussi. Merci en tout cas d'avoir écouté cette pastille, et à très bientôt.